Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par Proevolution. Donc aujourd'hui, on va parler à la fois management et recrutement, puisque ce sont deux sujets qui sont directement liés. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui avec nos intervenantes. On a choisi ce sujet parce qu'on s'est rendu compte, nous, en tant que cabinet de conseil RH, notamment sur l'aspect recrutement, mais aussi manager, qu'il y avait parfois des difficultés à faire vivre et cohabiter ces deux mondes. Et on a pensé intéressant justement à la fois de vous remonter des retours d'expérience, mais aussi des bonnes pratiques pour mieux marier ces deux mondes. Alors, je vais prendre le temps de démarrer, hein, il est que 9h01, hein, il y a des gens vous êtes une vingtaine actuellement, on avait plus de 70 inscrits, donc on va prendre le temps de démarrer. Et d'ailleurs, pour prendre le temps de démarrer, ce que je vous propose, déjà, c'est un petit sondage, puisque comme vous l'avez vu dans l'invitation, et comme vous le comprenez dans le titre, ce webinaire s'adresse principalement à deux publics. Les RH, bien sûr, qui vont chercher, qui ont besoin des managers pour les épauler dans cette mission, et les managers eux-mêmes qui, parfois, ont besoin de connaître leur place, la posture à adopter. Donc, on va déjà vous poser une question très simple. Je vais lancer donc le sondage. Pour que vous puissiez nous dire si vous êtes normalement, le sondage apparaît, hein, si vous pouvez peut-être me le confirmer dans le chat. D'ailleurs, bonjour, bonjour le chat, bonjour Jean-Mathieu, bonjour Virginie, Florence, Roland, bonjour à tous qui êtes présents. Et donc voilà, si vous pouvez répondre à cette petite question, ça nous permet un peu de mesurer la température. Est-ce qu'on a plutôt un public orienté manager ou recruteur? Cette thématique, bien sûr, s'adresse aux deux. Et dans tous les cas, vous aurez votre place, mais ça nous permet, nous, voilà, d'adapter un petit peu le discours à ce que, voilà, à qui vous êtes. Je vois qu'on a principalement des managers ici, très bien, ou autres, hein, bien sûr, vous pouvez être des curieux, des candidats, et vous êtes également les bienvenus. Voilà, ce que je vous propose, je vais laisser un petit peu tourner le sondage, et je vais quand même commencer, donc le temps que les gens arrivent, à vous présenter simplement Proevolution. Alors, beaucoup d'entre vous nous connaissez sans doute déjà, mais pour ceux qui nous découvrent, je me permets de faire une petite piqûre de rappel. Donc, Proevolution, je vous disais, cabinet de conseil RH qui existe depuis 1988, hein, donc on fête nos 37 ans cette année. Et historiquement, on a débarré avec les métiers du recrutement, hein, donc le sujet du jour notamment, pour évoluer plus tard vers des prestations plus larges, notamment tout ce qui est transition de carrière, conseil, coaching, formation. Et puis, il y a maintenant 3 ans, on a aussi ouvert un département management de transition pour soutenir vos besoins opérationnels court terme, opérationnels stratégiques, voilà, ou du management relais, donc plein de choses que peuvent vous proposer le management de transition. On a également une marque digitale, hein, ConnexUp, qui est là pour vous accompagner dans votre transformation digitale. Et c'est des sujets du moment aussi, hein, puisqu'on parle beaucoup, bien sûr, d'intelligence artificielle. On avait fait un précédent webinaire sur ce sujet et on en a d'autres à vous réserver, puisque c'est vraiment un sujet en ce moment. Voilà, je vais pas trop m'éterniser, c'est pas ce qui vous intéresse, juste peut-être quelques chiffres. Donc, je vous disais, 37 ans d'existence, on s'adresse à tout type d'acteurs, hein, que ce soit privé, public, voilà, tout type d'acteurs. On a une vingtaine de collaborateurs sur les différents départements qu'on vous a présentés. On a différents labels, hein. On est reconnu comme parmi les 50 meilleurs cabinets de recrutement de France par les sondages Les Échos, par Statista depuis 6 ans. On a également, pour la partie formation, la certification Calliope, et les candidats nous reconnaissent via le label Happy Candidates, hein, donc certifié ESG. Voilà, dernière slide de présentation pour vous dire qu'on est un peu partout en France, hein, en tout cas beaucoup dans l'Est où est notre siège, mais également présent bien sûr à Paris, dans le Sud, et aussi en Allemagne, hein, puisqu'on a ouvert depuis l'an dernier des bureaux à Karlsruhe pour développer le côté transfrontalier qui nous tient à cœur, notamment avec notre ADN alsacien, qui s'entend peut-être dans l'accent. Voilà. Je vous propose, voilà, le sondage a eu le temps de tourner. Je regarde juste, effectivement, on a beaucoup de managers qui sont présents. Ça tombe bien, on s'adresse principalement à vous. Les recruteurs aussi, vous en aurez quelques billes pour transmettre ce qu'on va vous expliquer. Et donc, avant de commencer à présenter peut-être nos intervenantes rapidement qui se représenteront plus en détail lors de leur intervention. Donc, je voudrais déjà voilà, remercier Manon, hein, qui est donc une de nos consultantes recrutement, qui a vécu pas mal des expériences qu'elle va vous partager. Et donc, qui va bien sûr porter ce webinaire, mais qui ne sera pas toute seule, puisqu'elle sera accompagnée de Viviane, qui est la consultante transition de carrière et conseil, mais également une expérience en tant que psychologue, donc qui est directement liée au sujet qu'on va aborder. Voilà pour l'introduction. Sans plus attendre, je vais justement laisser la parole à Manon. Manon qui va donc nous expliquer
déjà pourquoi, hein, pourquoi on fait ce webinaire, qu'est-ce qu'il y a à en tirer, et puis bien sûr derrière, les bonnes pratiques pour le faire. Manon, c'est à toi. Ok, merci Xavier Noël. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Je m'appelle Manon, donc je suis consultante recrutement et management de transition chez ProEvolution depuis maintenant 4 ans, avec un peu plus de 7 ans d'expérience dans le domaine. Et en fait, ce que j'ai constaté au fil des missions, c'est que le rôle du manager est vraiment décisif. Et quand vous êtes impliqué dès le départ, quand vous travaillez en binôme avec les RH, les recrutements sont plus rapides et plus fluides. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour vous, les managers, pour vous donner des repères concrets, des bonnes pratiques et vous aider à devenir non seulement acteur, mais aussi partenaire stratégique dans le recrutement de vos équipes. Donc, je voulais vous expliquer d'abord pourquoi le manager est un acteur clé du recrutement. Donc, souvent, on pense que le recrutement se limite à l'entretien ou à la signature du contrat, mais en réalité, ça commence bien avant et surtout, ça ne s'arrête pas là. Donc, votre rôle, il est présent à chaque étape. Donc, c'est de déjà cadrer le besoin dès le début, être présent et impliqué pendant les entretiens et donner des retours rapidement parce qu'un silence ou un processus trop long, on le sait, le candidat risque de partir. Accueillir, intégrer aussi dès les premiers jours et surtout fidéliser. Donc, c'est vous qui donnez en fait le ton et qui incarnez la culture de l'entreprise, qui crée ce fameux lien aussi avec l'équipe. Donc, voilà, je vais également maintenant vous partager les enjeux concrets que ça représente. Donc, au-delà de trouver la bonne personne, il y a un vrai risque à mal recruter. Il est souvent sous-estimé, donc ce n'est pas uniquement un coût au niveau financier, c'est également du temps et de l'énergie perdue, que ce soit pour les managers comme pour les recruteurs d'ailleurs, entre le sourcing, les entretiens, l'intégration et la formation. Et ce n'est pas tout, c'est-à-dire que c'est aussi une motivation qui baisse et aussi un impact sur la performance globale. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut limiter ce risque. Et là, ça passe vraiment par votre implication en tant que manager dès le départ. Donc, vous êtes les mieux placés pour comprendre le besoin réel du poste, définir le besoin, évaluer aussi si ça va matcher avec l'équipe ou pas, et surtout assurer une intégration fluide. Donc, un petit conseil très simple, c'est de vous impliquer dès la rédaction de l'offre avec les RH. Voilà, comme ça aligne tout de suite les attentes, les compétences clés et les critères de sélection. Donc, binôme RH et manager, c'est le vrai combo gagnant, pour le coup. Donc, ensuite, je vais vous partager quelques exemples de situations vécues par les équipes qui montrent en fait que chaque détail compte dans un recrutement. Donc, on avait par exemple l'exemple pour le recrutement d'un comptable où le client avait une fiche de poste qui était assez vague avec des missions mal définies. Ils ont fini par recruter un candidat expérimenté, donc qui était en poste en fait depuis 12 ans dans la même entreprise. Donc, il a tout quitté. Il était aussi attiré par une meilleure rémunération. Sauf qu'en fait, dès les premières semaines, ils se sont rendus compte que ce qu'ils attendaient de lui ne correspondait pas du tout à ses compétences. Donc là, c'était plus un décalage total entre les attentes de l'entreprise et le profil réel du candidat. Résultat, ça s'est soldé par une séparation pendant la période d'essai. Et au final, un collaborateur qui a quitté un CDI de 12 ans pour rester au final 2 mois. Donc tout ça parce qu'il n'avait pas pris le temps de bien formaliser ce qu'il recherchait. Ce qui montre clairement qu'en fait, quand les parties prenantes ne sont pas alignées, que ce soit sur le profil, sur les compétences, même les soft skills, on perd du temps et du candidat, ça peut avoir un vrai impact sur la marque employeur. Ensuite, je peux également vous citer un autre exemple, d'ailleurs pour un poste de gestionnaire ADV, où là, le manager était très clair, il demandait la maîtrise de l'allemand ou de l'anglais. Voilà, pas besoin des deux. Mais en fait, à 3 reprises, le DRH est intervenu pour dire voilà, ce serait mieux si le candidat pouvait maîtriser les deux. Donc là encore, c'est un bon exemple de ce qui se passe quand tout n'est pas cadré dès le départ. Bon, heureusement, le manager a tenu quand même sa position, mais ça montre bien à quel point il est important d'aligner en fait ses attentes avant même de lancer le recrutement. Ensuite, je peux également vous citer un exemple. Alors là, c'était pour le recrutement d'un technico-commercial. Donc, le candidat avait fait quand même 2h30 de route pour se rendre à l'entretien. C'était un poste assez stratégique et plutôt urgent. Et en fait, dans le jour J,
la manager qui devait en fait recevoir n'était pas là, elle avait oublié le rendez-vous. Donc, résultat, le candidat qui était motivé, qui s'est déplacé sur son temps avec un vrai intérêt pour le poste, se retrouve avec finalement personne pour le recevoir. Pareil, au niveau RH, il n'y avait plus personne pour structurer. Donc là, on voit bien que quand RH et managers ne sont pas forcément impliqués, le recrutement peut être bancal, avec encore une fois le risque de perdre le candidat. Il y a un dernier exemple aussi que je voulais vous citer, c'est donc pareil, un N+1 qui avait une idée précise du profil à recruter, plutôt ouvert. Le N+2 venait d'arriver, il voulait en fait imposer sa vision. Résultat, en fait, ils n'étaient pas du tout alignés sur le profil recherché. Et du coup, voilà, on avait présenté des bons candidats, mais au moins un des deux n'était pas convaincu. Et à force, finalement, certains critères changeaient au fil du recrutement. Donc au final, ils n'ont pas donné suite à un candidat pour des raisons de soft skills. Au final, ils reviennent vers nous 2 mois plus tard pour nous demander si la personne est encore disponible. Donc voilà, clairement, ça montre que un manque de clarté dès le départ, ça peut ralentir tout un processus. Voilà. Je pourrais encore vous citer plein d'autres exemples. Un entretien qui dure 10 minutes, le manager qui met fin mais sans forcément d'explication. Un client voilà, qui arrive en retard, un manager qui arrive en retard alors que le candidat a tout fait pour se rendre disponible. Donc voilà, ce sont quelques exemples, mais il y en a encore plein d'autres que je pourrais vous citer. Maintenant qu'on a fait le retour d'expérience, je vous propose quelques solutions pour éviter cela. Et la première, c'est la checklist. Voilà, donc avant même de publier une offre ou de contacter un candidat, il y a une étape qui est souvent négligée et pourtant qui est quand même assez stratégique, c'est le cadrage du besoin. C'est un peu comme une boussole. Sans direction claire, on risque de se perdre et donc de recruter quelqu'un qui n'est pas le bon profil ou qui ne va pas forcément se reconnaître dans le poste. Donc, on a déjà vu, par exemple, des recrutements où le cahier des charges évolue en cours de route. Donc, ce qui donne un signal assez négatif aux candidats qui ne savent plus forcément pour quelle fonction ils ont postulé. Donc, pour éviter ça, voilà, on a une checklist à passer en revue avec les RH avant même de rédiger l'offre. Donc, on va se poser les questions suivantes. C'est finalement, qu'est-ce que j'attends vraiment de cette personne au quotidien ? Quelles compétences sont indispensables ? Quelle est ma vraie priorité et quelle place je laisse finalement à la motivation ou à la personnalité. Les critères ajustables, c'est-à-dire suis-je prêt à ouvrir un profil atypique, à un junior, à une reconversion ? Et si j'étais candidat, est-ce que cette annonce me donnerait envie ? Voilà, un bon cadrage, ça permet moins d'erreurs de casting et des candidatures mieux ciblées. Et c'est la première étape vers un recrutement réussi et durable. Un autre exemple, c'est de faire une grille. Donc, en fait, le piège classique en recrutement, c'est de chercher le profil parfait, celui qui coche toutes les cases. Sauf qu'on sait que dans la réalité, et surtout dans un marché tendu, ce profil n'existe peut-être pas ou alors il a été recruté ailleurs. Donc, c'est là qu'intervient cet outil qui peut être très utile et qui permet de faire le tri entre ce qui est vraiment indispensable pour vous, ce qui peut s'apprendre ou s'adapter. Donc, ça permet en fait de rester ouvert à des bons profils, même s'ils ne remplissent pas forcément 100% de vos critères. Et l'idée, c'est de faire cet exercice à 2, donc avec les RH, pour challenger en fait vos critères ensemble. Donc, par exemple, un manager qui cherchait quelqu'un avec 5 ans d'expérience pourra être ouvert finalement à une personne un peu plus junior si elle complète certains autres critères comme le leadership, par exemple. Donc, maintenant qu'on a clarifié les attentes grâce à la grille, passons au cœur du process, c'est l'entretien de recrutement. Donc, c'est là que tout se joue, comment on accueille, comment on questionne et surtout comment on évalue de façon juste et efficace. Donc là, il y a 2 gros pièges, c'est l'improvisation et aussi les biais cognitifs. Un bon entretien, on le sait, ça ne s'improvise pas, ça se prépare, donc on lit le CV en amont, on pose les bonnes questions et surtout on s'appuie sur la fameuse grille. Voilà, l'idée, c'est aussi de travailler sa posture, c'est de mettre à l'aise le candidat, de ne pas le coincer. Donc, un bon entretien, ce n'est pas un interrogatoire, c'est vraiment un échange équilibré qui nous permet en fait de voir le vrai potentiel de la personne en face. Attention aux biais cognitifs, on en a tous, et Viviane vous en parlera d'ailleurs en détail juste après.
On privilégie aussi les questions concrètes. Donc, racontez-moi, par exemple, une situation où vous avez dû gérer un projet un peu plus complexe. Donc, nous, en tant que recruteurs, on fait le sourcing, la préqualification, la première phase d'entretien et la prise de référence aussi. Puis ensuite, on vous passe le relais. Donc, dans l'entretien, on vous attend en fait sur le cœur du métier. Donc, les aspects un peu plus techniques, les enjeux opérationnels et vos critères de sélection. Côté recruteur, on va aussi souvent creuser sur l'adéquation avec le cadre de travail, la culture d'équipe et les soft skills. Et enfin, un entretien trop stressant, ça peut bloquer. Et du coup, l'idée, c'est de créer un cadre bienveillant pour que le candidat en fait, puisse donner quand même le meilleur de lui-même. Merci Manon pour cette première partie. Alors avant de continuer, je voulais vous rappeler, j'ai oublié de le faire, vous pouvez utiliser dans Livestorm un outil sur lequel on est l'onglet questions qui est en bas à droite, hein, juste à gauche du chat. Donc, vous pouvez utiliser le chat aussi. Mais si vous avez des questions, on les prendra à la fin. Donc, n'hésitez pas, hein, que ce soit des questions qui s'adressent plus à Manon ou à Viviane ou qui sont en lien avec la thématique, hein, n'hésitez surtout pas. Et justement, donc on parlait des biais cognitifs, hein, comme l'introduisait Manon. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur ces biais cognitifs? Sans doute que oui, et qui de mieux que Viviane pour en parler. Viviane. Merci Xavier Noël. Alors très rapidement, une petite présentation. Donc moi, je suis Viviane Treff. Je suis psychologue de formation, psychologue clinicienne et non pas du travail. C'est un peu spécifique dans notre domaine. Je travaille chez Proévolution depuis 2009 et dans mes différentes activités, je suis amenée à accompagner beaucoup de managers dans leur quotidien. Et notamment, on a monté, suite à la demande d'une entreprise, une formation sur comment réussir l'intégration des collaborateurs, puisque la RH trouvait que les managers ne s'impliquaient pas trop. Et donc voilà pourquoi je suis là et j'accompagne Manon aujourd'hui dans cette thématique du recrutement. Alors, pour en revenir au biais cognitif, un entretien de recrutement, c'est une relation à l'autre, il ne faut pas l'oublier. Et dans nos relations aux autres, on peut être influencé par le fonctionnement de notre cerveau. Hein. C'est pour ça qu'on parle de biais cognitif. En fait, c'est quoi? Pour rappel, notre cerveau reçoit un maximum d'informations qu'il ne peut pas toutes traiter. Donc, il va faire des raccourcis en fonction de ses croyances, de sa personnalité, de son vécu, etc. Donc, dans un entretien de recrutement, je vous partage quelques biais spécifiques. Ça peut être, par exemple, ce qu'on appelle l'effet de halo. Hein. Vous recevez un candidat qui vous rappelle une personne que vous appréciez dans votre environnement personnel. Vous allez avoir tout de suite tendance à avoir un regard positif sur cette personne du fait de votre croyance. Le biais de confirmation, en fait, notre cerveau, il essaye toujours de confirmer ce qu'on croit. Donc, on va aller plutôt chercher des éléments qui nous semblent importants et notamment les informations qui vont aller confirmer nos croyances. Le biais de récence, ça on y est confronté souvent. C'est en gros, c'est le dernier qui a parlé qui a raison, hein, parce que c'est celui qui est plus proche dans notre mémoire immédiate et donc on va s'en souvenir. Voilà, je ne vais pas tous vous les passer en revue. Ce qui me semble surtout important aujourd'hui pour vous, c'est de trouver des solutions. Hein. Qu'est-ce que je fais finalement avec ces biais cognitifs qui sont présents et que je ne peux pas les modifier? La première chose, c'est tout simplement d'en prendre conscience. Donc, c'est d'arriver à un moment de faire un petit pas de côté et de se dire, tiens, finalement, quand je me dis ça, est-ce que c'est la réalité, etc. Donc, voilà, c'est vraiment la première bonne solution. Après, une autre possibilité, c'est de pouvoir recruter de manière collaborative. Hein. Comme le disait Manon en introduction, le duo gagnant, c'est les managers plus
les RH en même temps ou de manière concomitante. Voilà, ça permet d'avoir et de comparer ces regards. C'est aussi prendre du recul sur ses habitudes, hein, tout simplement. C'est vraiment les solutions, c'est toujours faire un petit pas de côté, regarder finalement ce qu'on fait, de se dire finalement est-ce que je suis très objective quand je dis ça. C'est d'éviter aussi évidemment les jugements un peu trop hâtifs et de réfléchir à vos attentes bien avant, comme le disait Manon, à froid, pour éviter cette influence de nos biais cognitifs. Voilà, c'était un petit focus sur les biais cognitifs que je partageais avec vous et je vais repasser la parole à Manon. Merci Liliane. Effectivement, on va revenir sur l'entretien et comment rendre le poste attractif. Donc, Manon, tu as quelques pistes à nous donner pour ça. Oui. Donc, recruter, c'est pas uniquement en fait évaluer un candidat, c'est aussi rendre le poste attractif, c'est lui donner envie. Donc, vous, en tant que manager, vous êtes l'ambassadeur du poste, vous vendez la mission. Donc, voilà, pour cela, il faut expliquer en quoi le poste est utile et fait sens et son impact direct en fait sur l'entreprise. Ensuite, dès le départ, soyez clair sur ce que vous attendez, mais demandez aussi au candidat ce qu'il recherche. Donc, voilà, ça c'est important de clarifier les attentes, mais des deux côtés. Donner des détails concrètement sur l'équipe et l'ambiance et le fonctionnement aussi par rapport au management. Voilà. Et mettez en avant ce qui différencie vraiment le poste. Donc, mettez en atout vos atouts, que ce soit les outils, les méthodes, la flexibilité. On parle aussi beaucoup du télétravail. Montrer les perspectives concrètes, donc d'évolution possible. Donc, expliquer, par exemple, voilà, en 2 ans, vous pourrez évoluer vers un poste de chef de projet ou manager d'équipe. Ça, c'est important. Souligner aussi l'investissement dans les compétences. Voilà, si vous proposez un parcours de formation, mettez-le en avant. Et ce qui est aussi très apprécié, c'est de proposer des journées ou demi-journées d'immersion pour vraiment proposer une expérience terrain avant même de prendre la décision et un déjeuner avec l'équipe pour découvrir l'ambiance. Voilà, donc un bon argumentaire d'attractivité, c'est ce qui transforme finalement côté candidat, hein, pourquoi pas, en un oui, j'y vais. Donc soyez clair, soyez concret, et c'est vraiment ce qui va faire la différence pour attirer des candidats motivés et qui se projettent vraiment. Donc, voilà. Maintenant, on va aborder les différentes postures à adopter en entretien en tant que manager. La première, donc, c'est la posture d'égal à égal. Un bon entretien, c'est avant tout un échange équilibré, donc pas de posture haute, pas de rapport de force. Vous n'êtes pas là pour juger, mais plutôt pour dialoguer, écouter et comprendre. Donc, vous êtes un interlocuteur respectueux, pas un examinateur. Donc, ce positionnement, ça change tout. Il crée un climat de confiance dans lequel le candidat peut vraiment se dévoiler et montrer son potentiel. On peut citer un exemple assez révélateur. Par exemple, plusieurs candidats nous avaient fait le même retour après un entretien chez un de nos clients, c'est que le manager était assez froid, distant, il prenait de haut. Donc finalement, des personnes qui étaient motivées, qui avaient fait des heures de route pour venir rencontrer ce manager, finalement, après l'échange, ils se désistent. Donc, ils ne se sentaient pas forcément à l'aise, pas en confiance. Donc, voilà, le manager, c'est vraiment la première vitrine. Et c'est important de le savoir. Donc voilà, l'idée, c'est de discuter, c'est pas d'évaluer à la dure. Donc, les bonnes pratiques à adopter, c'est un ton plutôt respectueux, pas trop familier et ni trop formel. Pas de jugement direct. Donc, on laisse le candidat aussi s'exprimer. Si vous avez envie de rebondir, attendez qu'il termine sa pensée. Et valoriser l'expérience, même quand on challenge, on montre quand même qu'on écoute. Voilà. Et si le poste a des contraintes, soyez transparent, mais ouvrez le dialogue. Donc voilà, il y a aussi des contraintes à prendre en compte sur ce poste. Comment vous vous positionnez par rapport à ça? Et là, vous testez en fait la réflexion et l'adaptabilité, mais sans mettre de pression. Après, ce qui est important aussi, c'est de prendre au moins 5 minutes pour expliquer un refus, donner du feedback. Donc là, ça change tout, ça renforce l'image de l'entreprise, ça montre du respect par rapport au temps investi. Et parfois, il ne faut pas oublier que ça laisse aussi une porte ouverte pour plus tard. Donc, une posture finalement d'égal à égal.
respectueuse et ouverte permet une évaluation en fait plus juste et surtout, elle va donner envie de rejoindre l'entreprise. Maintenant, ce n'est pas la seule posture. Il y a une autre posture qui est celle de l'explorateur curieux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire, voilà, je cherche à comprendre le candidat, pas à piéger. Donc là, vous êtes là pour creuser, pour découvrir la personne en face et pas pour la tester à chaque phrase. Donc, quelques bonnes pratiques, finalement, c'est de reformuler pour montrer qu'on a bien compris. Donc, par exemple, si je vous suis bien, ce que vous avez apprécié dans le poste, c'est tel élément. Donc, ça montre qu'on écoute activement et ça invite le candidat aussi à aller plus loin. Ensuite, poser des questions ouvertes, mais sans insister, tout en laissant de l'espace, en fait. Être attentif aux petits signaux, une hésitation, un silence, un changement de ton. Donc là, ce sont en fait souvent des portes d'entrée vers quelque chose de plus intéressant. Le but, c'est d'aller en profondeur. Par exemple, typiquement, je vois que ce sujet vous fait hésiter, vous voulez qu'on prenne un petit peu plus de temps là-dessus. Voilà. Donc, ce n'est pas forcément dans la rapidité des réponses qu'on voit le potentiel, c'est plus dans la réflexion et dans la sincérité. C'est la posture qui va vous permettre d'aller au-delà des réponses toutes faites et de créer en fait un climat d'échange et de comprendre qui vous avez en face de vous. Donc ensuite, on va passer à une posture qui est tout aussi intéressante, c'est celle du miroir bienveillant. Donc ici, votre rôle, ce n'est pas de questionner ou de challenger, c'est plutôt de refléter ce que vous percevez chez le candidat pour lui permettre de mieux comprendre son parcours. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est accompagner sans juger. En gros, vous tendez un miroir au candidat pour qu'il puisse lui-même observer ses choix, ses réactions et parfois ses incohérences et les explorer avec vous, mais tout en étant dans un cadre constructif. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est nommer ce que vous ressentez. Par exemple, j'ai l'impression que ce sujet est un petit peu sensible pour vous, je me trompe. Donc, juste le fait de nommer cette émotion, ça peut débloquer. Proposer aussi une lecture, mais sans imposer un point de vue. Vous ouvrez un espace d'échange. Et surtout, quand il y a une contradiction, la relever, mais toujours avec tact. Donc, voilà, pour inviter en fait à la prise de recul. Donc là, l'idée, c'est de créer un espace où le candidat peut dire des choses, mais de lui-même, grâce à votre regard bienveillant. Et c'est surtout d'ailleurs dans ces moments-là qu'on obtient des informations intéressantes. Voilà. Après, on a une posture essentielle quand on veut créer un climat de confiance, c'est la posture de guide transparent. Donc, c'est quoi? C'est quelqu'un qui explique clairement ce qui va se passer, qui partage ses intentions et qui ne laisse pas le candidat dans le flou. Donc là, l'objectif, c'est de mettre en fait, le candidat dans des bonnes conditions en le préparant à chaque étape. Parce qu'on le sait, un candidat qui est mieux informé, c'est un candidat qui est plus à l'aise. Comment ça se traduit? En fait, c'est annoncer les étapes à l'avance. Donc, quand on veut poser une question délicate, on l'annonce. Ça désamorce en fait la tension. Donner aussi le sens des questions, expliquer pourquoi. Donc, ça explique un petit peu mieux les enjeux et ça humanise en fait la relation. Et on peut aussi donner du feedback en direct. Ça, c'est aussi ce que les candidats ils attendent. Donc, décrivez en fait, donner une réponse concrète, que ce soit positif ou négatif. Donc voilà, c'est vraiment pour montrer en fait le respect et aussi la maturité managériale. On sort du flou et on rentre dans un vrai échange professionnel qui va être constructif. Voilà. Maintenant qu'on a vu ces différentes postures d'entretien, il faut garder une chose en tête, c'est qu'on est en 2025, les règles du jeu ont changé. Donc aujourd'hui, les candidats ne viennent plus passer un entretien, ils évaluent aussi l'entreprise, le manager et l'ambiance. Et parfois, ce sont eux qui décident si vous passez le test ou pas. Donc, la posture, elle est importante, oui, mais elle doit aussi être adaptée à ce nouveau contexte. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, voilà, les missions floues et les discours vagues, ça passe plus. Ce que les candidats, ils attendent, c'est une communication claire. Donc, ils cherchent de la bienveillance, de l'autonomie, du sens et un process aussi qui respecte leur intelligence. Finalement, si c'est opaque, mais ils vont vite décrocher. Donc, ils évaluent l'ambiance et les valeurs, ça, on en parlait. L'entretien, c'est un moment aussi d'observation silencieuse. Donc, ils regardent
l'accueil, les interactions, l'énergie. Ils veulent vérifier si ce que vous dites se ressent vraiment. Donc, pour attirer les bons profils, il suffit plus de cocher des cases, il faut être transparent, authentique et surtout, il faut incarner en fait ce qu'on propose. Donc, voilà. Ensuite, je vais laisser Viviane nous expliquer l'importance de l'onboarding. Alors, juste en transition, on avait une question, mais je pense qui a été répondue, hein. Donc, Ludovic demandait que pensez-vous d'un point de vue risque et véracité de l'idée que l'approche dans la communication et l'angle d'attaque au sujet des avantages des perspectives du poste soit différent entre un candidat né en 1975 et un né en 2000. Donc, je ne sais pas si on veut compléter la réponse, mais effectivement, Manon a bien précisé que les attentes ne sont pas les mêmes, hein. Effectivement, on va plus d'authenticité, plus de savoir plus les postes, les pistes d'évolution. Donc, je ne sais pas si Manon, si tu veux compléter la réponse à la question, mais je pense qu'on était dans cette question. Et sinon, Ludovic, n'hésitez pas à repréciser la question pour qu'on puisse la prendre plus en détail pour la suite. Et du coup, effectivement, merci Manon donc, qui nous a présenté tout l'aspect amont au recrutement. Enfin, l'aspect amont, quand on dit l'aspect amont, c'est l'aspect amont à la signature du contrat. Mais souvent, l'idée reçue veut qu'un recrutement s'arrête au moment où le candidat a signé ce contrat. Sauf que non, une fois que le candidat a signé, faut déjà qu'il vienne dans l'entreprise. On a eu des cas où une signature ne voulait pas forcément dire que la personne va seulement se pointer le jour de son embauche, mais aussi et surtout son intégration dans l'entreprise. Souvent, on va limiter à la période d'essai, hein, donc cette période d'onboarding, mais en vrai, qui va bien au-delà, hein, puisque Viviane pourra vous le dire et vous l'illustrer, hein, un onboarding n'a pas vraiment de date de fin. Alors justement, pour parler de l'onboarding, Viviane, je te laisse reprendre la parole. Merci Xavier Noël. Donc effectivement, vous avez passé pas mal d'énergie pour trouver le bon candidat, hein. Donc il s'agit à travers un onboarding réussi de ne pas le perdre, hein, puisque voilà, une recrue sur deux a vécu une mauvaise intégration. C'est quand même énorme. Autre statistique, il y a une personne sur trois qui quitte son poste avant la fin de la période d'essai. Et évidemment, forcément, une recrue qui est mal intégrée, ça a un vrai coût, hein, puisque ça veut dire qu'il faut reprendre le processus d'intégration. Petite image humoristique pour expliquer qu'effectivement, il y a des étapes, hein, dans la préparation de cette onboarding. Ça se fait à plusieurs niveaux. Et le manager, même s'il n'est pas spécialiste du recrutement, il doit être spécialiste puisque ça fait partie de ses missions, de l'intégration de ses collaborateurs et de faire en sorte que ces collaborateurs soient performants et soient bien dans leur poste. Donc, on a vu à travers ce que nous a expliqué Manon qu'il y avait différentes postures pendant un entretien de recrutement. Après, ça reste quand même une relation assez formelle, hein, où chacun finalement s'évalue un petit peu. Voilà, la nouvelle personne qui va intégrer, elle aura maintenant besoin d'être accueillie. Donc, il est important de préparer son arrivée, hein, d'être présent au minimum le jour où elle arrive, de faire en sorte qu'elle ait le matériel adéquat pour démarrer. Il arrive parfois que les nouvelles recrues sont obligées d'attendre 15 jours avant d'avoir leurs accès Internet parce que le responsable informatique est débordé, etc., ça fait un peu tâche, hein, très clairement, quoi. Donc, préparer en amont, hein, après, ce qui va être important, puisque les échanges vont être forcément un peu moins formels, c'est de clarifier les objectifs, les missions, de permettre à la personne de rencontrer
ses collègues, collaborateurs en fonction de son poste, de lui permettre de rencontrer les personnes avec qui elle va échanger dans toutes les relations transverses. Et c'est vous, le manager, qui êtes finalement ce fil conducteur pour introduire votre collaborateur auprès des autres. Hein. Voilà, avec une envie finalement qui doit se ressentir de faire en sorte que la personne elle est attendue. On est ravis qu'elle soit là. Et ça, c'est important. C'est souvent comme on dit, c'est dans les détails que se cache le diable. Donc, soyez vraiment attentifs à tous ces petits détails. Et puis, voilà, on va voir que ça se fait au fil du temps. Hein. Ce n'est pas une journée d'accueil et l'onboarding est terminé. Ça se fait sur un temps un peu plus long. Donc, dans un onboarding réussi, ben, il y a l'axe forcément administratif qui est essentiel. Hein. Voilà, tous les accès au code, le règlement intérieur, etc. etc. Renseignez-vous auprès de vos RH. Hein. Souvent, les RH ont réfléchi ensemble à un processus d'intégration et il est rarement connu par les managers. Alors, chaque fois que j'ai animé des formations sur réussir l'intégration des collaborateurs, ben voilà, moi, je leur parlais de ce que le service RH m'avait donné comme processus d'intégration, ils l'ont tous découvert. Donc, voilà, vous communiquez. Hein. Les aspects matériels, hein, un PC, les outils, etc. Tout l'aspect opérationnel pour pouvoir démarrer ces activités, quelles qu'elles soient, et évidemment l'axe humain qui reste quelque chose d'important, et notamment pour les nouvelles générations qui sont très sensibles aux relations humaines dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que finalement, pour rester dans une entreprise, pour s'investir dans un poste, on a tous des leviers de motivation alors différents et identiques. Hein. On peut avoir des facteurs personnels. Ça peut être le fait d'être extrêmement motivé de travailler dans telle ou telle entreprise parce que pour nous, elle représente voilà, un prestige, etc. Donc ça, c'est des leviers tout à fait personnels. Les facteurs sociaux, hein, effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir travailler dans une bonne ambiance avec ses différents collègues. Hein. Nos activités au quotidien, il y a souvent quand même des difficultés à affronter, donc autant les affronter avec des relations cordiales dans une entreprise. Les facteurs économiques, bien sûr. Hein, chacun est intéressé par une rémunération, même si ce n'est pas le facteur premier. Hein. Et puis, aujourd'hui, les nouvelles générations vont aussi être très sensibles à votre démarche RSE, tout ce qui tourne autour de l'environnement de travail, etc. Et donc, tout ça, ça va avoir des enjeux importants pour vous en termes de performance, de recrutement, de fidélisation finalement de vos nouveaux collaborateurs et bien sûr en termes de coûts pour faire en sorte que ce recrutement et cette intégration se passent au mieux pour que la personne ait envie de rester chez vous. Quoi. Et ça, c'est quelques chiffres qui peuvent être intéressants. Hein. C'est des statistiques qu'on peut tous trouver sur le réseau. 58% des employés qui ont bénéficié d'une bonne expérience d'onboarding, quelque chose de structuré, de préparé, se disent plus susceptibles de rester dans une entreprise sur les 3 prochaines années. Donc, ça augmente la fidélisation, par exemple. Hein. Et un bon onboarding augmente aussi la productivité de 70%, c'est énorme, hein, durant les premiers mois. La personne qui se sent bien
va pouvoir tout simplement se concentrer sur son travail plutôt que d'être sous stress et de se demander ce qui va lui arriver. Donc forcément, ça augmente la productivité, les gens sont bien, etc., quoi. Et une autre étude met en avant que 20% de turnover survient au cours des 45 premiers jours d'un nouveau collaborateur. Et ces chiffres sont valables quel que soit le niveau de poste de la personne. Ça reste valable aussi bien pour un cariste que pour un ingénieur R&D ou une assistante RH, etc. Donc, c'est important d'avoir en tête. Alors, on l'a un peu évoqué déjà avec Manon par rapport à l'entretien. Là aussi, un onboarding raté risque d'entraîner effectivement une perte de motivation, d'engagement du salarié parce qu'il va plutôt mettre le focus sur ce qui ne lui convient pas que sur ce qui lui convient. Ça, c'est aussi le fonctionnement de notre cerveau. On retient plutôt le négatif que le positif. Il va avoir aussi beaucoup plus de difficultés d'adaptation au processus interne. Chaque entreprise a des processus, des outils aussi différents. Et voilà, risque d'augmentation des coûts liés à un recrutement et à une intégration ratée et avec un turnover qui, comme le disait tout à l'heure Manon, va avoir aussi un impact sur la marque employeur, quoi. Et Manon va pouvoir nous donner quelques exemples concrets de situations où l'intégration s'est bien passée et des situations où ça s'est mal passé. Donc, je te redonne la parole, Manon. Oui, merci Viviane pour ces points clés sur l'onboarding. Donc, un exemple d'onboarding réussi. Donc, par exemple, on avait le recrutement d'un technico-commercial qui était basé dans le sud de la France. Le siège de l'entreprise était en Allemagne. Et en fait, dès la première semaine, il a été accueilli au siège pour une formation complète, des rencontres avec son équipe. Et son manager, qui lui-même était en France, a fait le déplacement, a organisé les rencontres et est resté présent. Et chaque semaine, pendant 3 mois, il a organisé un point d'intégration. Il a également construit un parcours de formation sur mesure, puisque le poste était assez technique. Donc, résultat, c'est que le candidat ne s'est pas senti seul. En fait, il a compris le contexte, les enjeux, les interlocuteurs. Et donc, il a pu être rapidement à l'aise et performant dans son poste. Voilà. Maintenant, un exemple concret, mais d'onboarding plutôt raté. On avait recruté une assistante commerciale qui était d'ailleurs très motivée puisqu'elle quitte un CDI pour rejoindre l'entreprise. Donc, clairement, elle s'engage. Elle arrive le premier jour et là, rien n'est prêt. Donc, pas de bureau attribué, pas d'accueil, aucun planning d'intégration. Donc, elle a pensé que, logiquement, il y aurait une visite prévue la première semaine pour rencontrer les équipes. Sauf qu'en fait, ça ne s'est pas présenté. Elle n'a pas eu de présentation formelle, rien n'était organisé. Donc, forcément, tout le monde s'est posé la question qui est cette personne? Et au bout d'une semaine, elle comprend qu'il n'y aura pas de présentation. Du coup, finalement, l'accueil était plutôt froid. Il y a eu des tensions, des non-dits. Donc, voilà, elle est quand même partie avec un désavantage. Et au final, le lien ne s'est pas créé, la confiance non plus. Malheureusement, elle a tenu quelques semaines et elle a décidé de quitter son poste. Donc, voilà, dans ce cas-là, l'erreur est plutôt claire, c'est que le manager n'a pas anticipé l'onboarding. Et au final, voilà, la candidate, on perd une bonne candidate, du temps et l'image de l'employeur est écornée pour le coup. Après, je pourrais vous en citer plein d'autres, des feedbacks qui n'arrivent jamais, des changements de poste ou des missions qu'ils n'ont pas annoncées ou dans des cas extrêmes. Voilà, le candidat qui arrive, comme j'en parlais avant, personne ne sait qu'il commence. Voilà, donc finalement, un onboarding, ce n'est pas du bonus, c'est vraiment la base pour sécuriser une embauche. Ce qui est en jeu, c'est la motivation, c'est l'engagement et bien sûr l'image de l'entreprise. Donc, on le disait avant, chaque détail compte. Préparer, accueillir, expliquer, c'est ce qui transforme une arrivée en un véritable démarrage réussi.
Et soyons clairs, ça fait partie des compétences attendues d'un manager tout au long de son activité, mais ça a un point encore plus important au moment de l'onboarding, parce que finalement, souvent en coaching, on dit tout est au commencement, quoi, donc soyez vraiment attentifs à ça. Surtout qu'aujourd'hui, vous êtes amené à recruter des nouvelles générations, forcément, et ces collaborateurs veulent vraiment des managers à l'écoute. Donc, un manager à l'écoute, c'est un manager qui questionne. Écoutez, c'est pas juste attendre que ça vienne, donc c'est aussi questionner, vérifier que le message est clair. 57% attendent de la clarté par rapport à leur mission. Les jeunes générations ont à la fois besoin de beaucoup d'autonomie dans la manière d'effectuer leur mission, mais un cadre extrêmement précis. Et souvent, les managers, on va dire de ma génération, pour eux, le cadre précis était souvent sous-entendu, ça allait de soi. Aujourd'hui, il est important de pouvoir le répéter pour que les personnes puissent se repérer très rapidement dans ce qu'on attend d'eux. Et après, ils ont effectivement besoin de cette liberté pour faire. Donc voilà, il faut pour chacun des managers arriver à s'adapter à ces nouvelles attentes, sachant qu'ils veulent être formés très rapidement. Enfin, ils n'ont pas de temps à perdre en général. Donc, c'est important effectivement d'être très efficace pour être très au clair sur les différents leviers de motivation qu'on a tous. Donc, petit rappel, on a tous besoin de reconnaissance en termes de nos compétences, des résultats attendus, des qualités humaines, etc. On attend beaucoup de feedback du manager. Alors, on sait que c'est un peu un point faible des managers. Après, il y a des cultures à développer au niveau du feedback, parce que le feedback, finalement, c'est ce qui nous a toujours permis d'acquérir des apprentissages. C'est bien parce qu'on dit qu'on est au rendez-vous des attendus, qu'on est rassuré et qu'on peut continuer. Ou quand, au niveau du feedback, il y a des choses à rectifier, il n'y a pas de souci, on rectifie et on continue à apprendre et à progresser. Levier de motivation important, l'organisation du travail, la charge de travail, les moyens, les process. Les jeunes d'aujourd'hui aussi sont attentifs à trouver un bon équilibre dans leur organisation de travail. Aujourd'hui, beaucoup de postes sont hybrides entre le télétravail et le bureau. Alors, la rémunération reste un élément important. L'intérêt pour le poste et les missions, c'est important. Des fois aussi que le manager donne de l'enthousiasme quand il confie des missions. La culture d'entreprise est un levier de motivation aussi très important. On a besoin d'avoir ce sentiment d'appartenance. Et ça va se manifester par l'ambiance, les relations, la communication. Et enfin, qualité de vie, bien-être, flexibilité, comme je le disais précédemment, entre le travail perso, le travail professionnel et la vie perso, de trouver ce bon équilibre. Aujourd'hui, c'est un peu regrettable. Les managers sont encore un peu trop en retrait dans ce processus d'onboarding. Il y a des études qui montrent qu'il n'y en a que 20% qui sont impliqués. Alors, je pense que c'est un peu sévère pour fréquenter pas mal de managers dans mon quotidien. Mais voilà, sachez que c'est une vraie mission pour vous. Et je souhaitais partager un petit outil aussi qui est peut-être pas assez utilisé. C'est ce qu'on appelle le rapport d'étonnement. Donc, un onboarding, ça se passe en moyenne à peu près sur 9 mois. Pourquoi ne pas utiliser cet outil? Alors, ce n'est pas du tout
un outil qui est obligatoire, hein, mais ça peut être très intéressant pour l'entreprise parce que ça permet d'avoir un regard nouveau, un regard neuf sur le fonctionnement, sur le processus d'intégration. Ça permet aussi de réviser ses pratiques, d'avoir des idées nouvelles. Et donc, ça, c'est toujours intéressant pour l'entreprise. Et pour le collaborateur, tout simplement, on lui donne la parole, donc il se sent valorisé, se sent écouté. Ça lui permet lui aussi de faire le point et de prendre un peu de recul sur son poste et du coup de mieux s'intégrer. Et je pense que le rapport d'étonnement, qui ne dispense pas du suivi au quotidien, hein, mais qui doit faire 3-4 pages, hein, grand maximum, peut se faire au cours du troisième mois. C'est un bon timing en général. Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous sur cette étape d'onboarding et je vais repasser la parole à Xavier Noël. Je vais tout simplement conclure, hein. Donc déjà, je tenais à remercier Manon et Viviane, hein, pour voilà, ce duo. Donc, ils sont dans deux équipes différentes de Proevolution, mais qui se sont bien complétés. En tout cas, je pense, n'hésitez pas à faire bien sûr vos feedbacks dans le chat. C'est le moment aussi où vous allez pouvoir poser vos questions, hein, mais voilà, avant d'aller aux questions, je vois qu'il y en a une en attente, pour peut-être faire une conclusion résumée de l'intervention. Donc, très important ce binôme manager RH. Vraiment ne pas le négliger. Manager, ne pensez pas que le recrutement n'appartient que aux RH, hein. Les RH vont effectivement beaucoup vous aider sur toute la partie recherche, sur toute la partie préqualification, sur toute la partie contrôle de référence, sur toute la partie soft skill. Mais les personnes que vous allez avoir au quotidien, c'est vous. Et donc, c'est vous qui avez besoin de connaître les compétences de la personne, mais aussi le relationnel qu'elle a au quotidien. Donc, c'est important effectivement d'utiliser ces outils, que ce soit effectivement les checklists en amont, que ce soit les points importants, les points plus secondaires, hein. Attention aussi au niveau d'exigence que vous pouvez avoir, hein. Le mouton à 5 pattes, a priori, n'existe pas. En tout cas, il est beaucoup trop rare pour se focaliser uniquement là-dessus. Et puis voilà, lors de l'entretien, hein, c'est aussi à vous de convaincre, hein. Le candidat, surtout de nouvelle génération, ont des attentes au-delà du salaire, vont chercher à connaître l'entreprise, à connaître les gens avec qui ils vont passer le quotidien. Donc vous, très important de donner une bonne image, très important de varier les postures, hein, que ce soit les postures effectivement d'égal à égal, les postures plus bienveillantes, les postures plus d'explorateurs. Voilà, tout ce qu'on a pu voir, tout ce que Manon a pu vous présenter. Attention aux biais cognitifs également que vous ont présenté, surtout Viviane, mais également introduit par Manon. Voilà, je ne vais pas vous refaire tout le webinaire, hein. Ceux qui sont arrivés en cours, vous pourrez aussi le revoir en recliquant sur le lien, hein, sur lequel vous êtes actuellement, et on le publiera ultérieurement sur la page YouTube, hein. C'était d'ailleurs une question qu'avait posée Roland. Et puis, je vais vous proposer donc de passer à la toute dernière partie pour les 7 minutes qui nous restent, c'est-à-dire les questions-réponses. Alors, on en a une en attente et n'hésitez pas à vous lâcher si vous en avez d'autres. Donc, celle en attente, c'était Virginie qui demandait: avez-vous des retours d'expérience lorsqu'un manager senior en âge doit intégrer un junior en âge, avec des risques de conflit d'intérêts générationnels? Je pense que c'est une question pour Viviane. Oui. Oui, il y a beaucoup de retours d'expérience dans les différentes formations que j'ai pu animer avec des managers. Alors, c'est très lié à la personnalité déjà de chacun, hein, puisque c'est une affaire de personnes. Mais effectivement, ce qui est aussi important, c'est que chacun comprenne, je dirais, l'univers de l'autre et évite de tomber dans des jugements cognitifs, hein. On y retrouve là aussi. Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre. Mais encore une fois, c'est très lié à la personnalité de chacun. Il y a aussi des seniors qui ont une vraie appétence pour la transmission et des jeunes qui ont aussi une vraie appétence pour aller chercher l'information des gens expérimentés. Donc, c'est vraiment lié à un contexte. Le mentoring est quelque chose qui se développe de plus en plus dans les entreprises parce qu'aujourd'hui, on est vraiment en ce moment quasiment une période où il y a 4 générations qui travaillent en même temps. Ça va
va bientôt s'arrêter, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, et c'est plutôt une richesse qu'il faut développer plutôt que de voir ça comme une difficulté supplémentaire. Merci Viviane. Est-ce que Manon, tu souhaitais compléter ou c'était très clair? Pour moi, c'est clair. Je pense que j'ai plutôt vu des exemples où justement les seniors étaient en attente de conseils de la part des plus jeunes, hein. Notamment, on parle du rapport à la technologie où les profils plus juniors peuvent être plus à l'aise avec les outils numériques. Donc voilà, je pense plutôt ce côté transmission de compétences, même s'il y a des différences en termes de communication. Donc effectivement, pour résumer, on peut en faire une richesse, hein, plus qu'une contrainte, même si effectivement la perception au quotidien peut sembler différente. Une autre question de Daniel. Daniel qui nous demande, avez-vous décelé des points communs entre l'intégration d'un cadre et d'un manager de transition? Je tendance à me tourner vers Manon pour cette question, puisque Manon vient aussi sur le management de transition, justement. Est-ce que tu as pu justement est-ce que tu arrives à avoir des synergies entre effectivement un recrutement plus traditionnel et l'intégration d'un manager de transition, ou est-ce que c'est très différent, ou est-ce que finalement c'est la même chose? Alors, par rapport aux points communs, je dirais que ils sont vraiment en attente de résultats assez rapidement, montrer un peu leur valeur ajoutée, de comprendre aussi les enjeux, la culture d'entreprise et surtout en fait identifier sur quoi ils vont être, comment dire, les missions prioritaires, vraiment leur levier d'action. Donc, et je dirais qu'ils doivent aussi créer en fait leur crédibilité. Et dans tous les cas, ils sont en recherche d'un onboarding qui va être clair et structuré. Ils ont besoin en fait d'objectifs clairs et d'accompagnement. Et peut-être pour lire entre les lignes de la question, est-ce que en termes de temporalité, il y a justement peut-être un besoin plus urgent, ou est-ce que finalement la temporalité est la même qu'on rentre en CDI ou dans une mission de management de transition? Justement, une mission de management de transition, donc là, on va être sur du résultat rapide, on va être sur l'opérationnel de suite. Donc là où le cadre aura forcément plus une temporalité à plus long terme. Donc là, en management de transition, on parle souvent de 3 à 12 mois, là où le cadre va plus s'inscrire dans la durée, il va construire. Donc la posture, elle va être différente. Pour le cadre, ça va plus être une posture assez fédératrice, alors que le management de transition, il va être sur de la rapidité, vraiment orienté résultat. Voilà. Peut-être qu'il aura également, fera peut-être attention à des choses différemment parce qu'il sait qu'il est là en transition. Hein, donc, il ne s'inscrit pas forcément dans une durée illimitée. Donc, peut-être qu'il y a des choses auxquelles il sera un peu moins sensible. Mais ce qui est important dans le management de transition, c'est les missions, la clarté des missions et puis les moyens de pouvoir les mettre en œuvre, je pense. Oui, je peux compléter ce que disait Manon. Ouais. Oui. Et peut-être un point de différence, hein, vous l'avez dit sans le dire, c'est que le manager de transition n'a pas vocation à rester et aura peut-être ne rentrera pas entre guillemets dans des jeux politiques, hein. Il sera peut-être plus franc, plus direct, pas forcément dans essayer de faire plaisir à tout le monde. Donc forcément, sa posture sera plus orientée résultat, hein. Lui, le but, c'est qu'il arrive dans le temps de sa mission à aller au bout de cette mission, même s'il faut peut-être se heurter avec un excès de franchise ou une posture plus directe, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient selon la situation. En général, c'est plutôt un avantage, hein. Il ne va pas rentrer dans des jeux un peu politiques de faire plaisir à tout le monde. Non, il a sa mission, il doit aller au bout de sa mission. Donc fatalement, l'intégration sera différente, peut-être plus de son point de vue, dans la manière dont il va faire les choses que dans un recrutement plus long terme où on a envie de toujours s'entendre, quitte à peut-être être un peu moins direct, un peu moins franc avec ses pairs ou avec ses subordonnés. Oui, le manager de transition, il apporte vraiment un regard neuf et en fait, il va être quand même sous pression immédiate pour produire des effets rapides. Donc, il y a la confiance qui doit se créer assez rapidement aussi. Et Jean-Mathieu commentait en disant en recrutement classique, l'onboarding dure aussi longtemps que le temps d'une mission de transition. Voilà. C'est un témoignage qu'on peut. Très belle conclusion. Voilà.
En parlant de conclusion, je vois qu'il est 10 heures et qu'on a terminé de répondre aux questions. Donc voilà, si vous avez encore des questions, vous pouvez bien sûr nous contacter si vous avez des projets de recrutement, de management de transition ou justement d'accompagner vos managers. Nous restons bien sûr pour Evolution disponibles pour répondre à vos besoins. Pour le prochain rendez-vous, on n'a pas encore déterminé le sujet, on est en plein débat, mais vous êtes bien sûr connectés à nous, vous aurez toutes les informations, soit via notre page LinkedIn ou via notre emailing. On vous remercie d'être venu ce matin. On espère que ce sujet vous a plu. On vous souhaite à tous une très très bonne journée, un très bon mois de mai avec encore quelques ponts à profiter. Et on vous laisse retourner à l'onboarding de vos collaborateurs, hein, et une très bonne semaine à tous. Merci, au Merci. revoir. Au revoir. Merci, bonne journée.